Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une famille de polymères très appréciée dans l'industrie, mais dont la base est particulièrement médiocre mécaniquement. Il s'agit des styréniques, la grande famille du polystyrène. Ce mot, vous l'avez déjà entendu. Qui ne connaît pas le polystyrène qui protège nos objets dans leur carton? Eh bien, sachez que ce n'est pas sa forme la plus naturelle. Mais avant d'en parler, commençons par un petit topo historique. Les résines végétales, qu'elles soient sous forme de fluide épais ou de gomme, sont, de manière similaire au pétrole, des corps riches en une pléthore de composés organiques, plus ou moins complexes, que l'humanité exploite depuis la préhistoire, que ce soit pour coller des pointes de flèches, réaliser des onguents ou imperméabiliser canoës et navires. Ce qui va nous intéresser dans le lot, ce sont les résines des végétaux des genres liquidambar et styrax, confondus pendant longtemps sous la seule appellation de styrax, appellation qui remonte aux Phéniciens. Ces résines, qui portent le nom de benjoin, riches en composés aromatiques, servent depuis l'Antiquité de base pour les encens, très appréciés aussi bien en Asie orientale que dans le monde arabe. Ce nom vient justement de l'appellation arabe d'encens javanais, qui se lie à la française comme l'oubenjaoui, qui deviendra le benjoin. En Allemagne, le terme finira par donner par des formations benzine, qui sera repris pour le benzène, le plus simple des aromatiques. Et puisqu'on parle de l'Allemagne, en 1839, le pharmacien allemand Eduard Siemens fait des expérimentations avec du benjoin, dont il extrait par distillation un liquide huileux, volatile et presque incolore, qu'il nommera dans un premier temps styrol, soit l'huile de styrax. Il constate quelques jours après la distillation que cette substance laissée à l'air libre sur une paillasse du laboratoire s'était gélifiée. Il en déduira alors que le composé s'est oxydé, donnant ce qu'il nommera l'oxyde de styrol. En 1845, alors âgé de 27 ans, le docteur allemand August von Hofmann quitte l'université de Giessen, après y avoir étudié la chimie organique sous la tutelle de Justus von Liebig, et notamment l'analyse chimique des goudrons de houille, pour rejoindre en tant que professeur l'Institut de chimie de la Royal Schools of Mines de Londres. Durant la même année, il étudie la composition de cet oxyde de styrol par analyse élémentaire et détermine que sa composition n'a pas changé, elle est la même que celle du styrol seul, il n'y a pas d'oxygène en plus. En 1866, alors qu'il est entre autres professeur de chimie au Collège de France, Marcellin Berthelot soupçonne qu'il s'agit simplement de styrol qui a réagi avec lui-même par polymérisation, ce qui sera confirmé par Hermann Staudinger plus de 50 ans plus tard lors de ses travaux sur les macromolécules. Mais de quoi est composé ce liquide volatile capable de réagir avec lui-même? Avec l'évolution des technologies d'analyse structurale et chimique, on parviendra à trouver la réponse que vous avez déjà devinée. Il s'agit du styrène, dont le nom vient de la source de cette résine dont il a été isolé pour la première fois et qui est un hydrocarbure inflammable et CMR pour cancérigène, mutagène et reprotoxique. Voici sa structure. On y retrouve quelque chose d'important pour la polymérisation, à savoir une double liaison carbone-carbone qui fait penser à l'éthylène ou au chlorure de vinyle. Sauf qu'ici, le greffon sur l'éthylène est un gros groupe aromatique, dit groupement phényl. Le faire polymériser, vous l'avez vu, c'est très simple puisque ça marche sans y toucher. Ou presque, ça dépend quel polystyrène on veut obtenir. Avant de passer à la suite, j'aimerais introduire une notion pour laquelle le polystyrène est justement l'exemple le plus probant, c'est celle de la tacticité. La tacticité n'a rien à voir avec la stratégie militaire, bien qu'elle ait la même étymologie. Non, c'est l'ordonnancement dans la succession des unités configurationnelles de répétition dans la chaîne principale d'une macromolécule régulière, d'un oligomère régulier, d'un bloc régulier ou d'une chaîne régulière. En gros, on prend une des chaînes dans un polymère, puis on regarde comment s'arrangent les groupements qui pendouillent. Est-ce qu'ils s'arrangent au hasard, auquel cas on dira qu'il est atactique, ou sont-ils alternés de manière régulière en gauche-droite, auquel cas on dira qu'il est syngiotactique, ou sont-ils tous du même côté de façon à former un polymère isotactique? Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça et que maintenant, alors qu'on a déjà parlé de nombreux polymères? Eh bien, si les propriétés des polymères dépendent effectivement de leur tacticité, dans la majorité des cas, les différences sont peu notables. Mais dans le cas du polystyrène, les groupements phényl ont un encombrement stérique tel que la tacticité a un fort impact sur les propriétés finales des matériaux obtenus. Le plus commun est le polystyrène atactique, simplement noté PS. Il est le plus commun car cet important encombrement stérique des groupements phényl gêne lors de la polymérisation, empêchant une belle organisation des chaînes, d'où l'arrangement aléatoire. C'est un peu sa forme naturelle.
Bien que découvert longtemps avant, il faudra tout de même attendre 1931 pour que la société allemande BASF réussisse la première production de granulés de polystyrène grâce aux travaux de Hermann Mark. Bien entendu, le styrène est alors issu de la distillation du pétrole, car la résine végétale n'est pas très adaptée pour servir de source à une production industrielle. Le résultat de la polymérisation atactique est un thermoplastique amorphe et rigide, offrant une transparence de qualité optique avec un bel indice de réfraction, similaire au verre cristal au plomb, et disposant d'un bel aspect de surface. Toutes ces raisons font qu'il est couramment nommé polystyrène cristal. Facilement colorable, il est surtout l'un des polymères les plus simples à mettre en forme, très adapté aux cadences rapides de la production de masse, notamment grâce à son très faible retrait, mais aussi sa soudabilité et sa collabilité, ce qui en fait un polymère peu coûteux. Il est aussi adapté au contact alimentaire et n'a pas d'odeur particulière, contrairement au PVC par exemple, et a la résistivité électrique la plus élevée parmi tous les polymères, ce qui en fait un excellent isolant électrique. Étant un thermoplastique, il est évidemment recyclable si on omet, comme pour les autres polymères, les problèmes de tri. En contrepartie, il est cassant et fissure très facilement. Tous ceux qui ont déjà eu un boîtier de CD ou de jeux PlayStation entre les mains le savent. Il est en fait tellement fragile que sa température minimale d'utilisation recommandée est à 20 degrés Celsius. Pas moins 20 degrés Celsius, mais bien 20 degrés Celsius, parce qu'il n'a aucune tenue à froid. Il est aussi très électrostatique car très isolant, facilement rayable car très peu dur, a une tenue chimique médiocre surtout face à l'acétone, jaunit sous UV et est très inflammable, raison pour laquelle il est souvent additivé d'ignifugeants. Parmi ses utilisations, on le retrouve donc pour les boîtiers CD, mais aussi pour le célèbre stylo bic cristal, dont le corps est en polystyrène cristal, tout son nom. Sinon, on le retrouve pour plein d'applications à moindre coût, que ce soit des emballages rigides et transparents, du matériel de laboratoire type boîte de pétri ou plaque microtitre, des carters d'appareils comme les détecteurs de fumée, comme film isolant en microélectronique, ou encore jusqu'à récemment en Europe pour les couverts jetables. Il sert aussi à la fabrication des faux joyaux sur les jouets grâce à sa colorabilité et son fort indice de réfraction qui le rendent visuellement attrayant pour un coût très faible. Le polystyrène syndiotactique, noté PSS ou SPS, est lui obtenu pour la première fois en 1985 par la société japonaise Idemitsu Kosan, qui en produit encore aujourd'hui sous le nom de Xarec. Il est synthétisé par polymérisation coordinative avec catalyse par métallocène, c'est-à-dire qu'on utilise un composé organométallique comme catalyseur de la polymérisation. Alors pour les curieux, les plus communs sont les MAO, les méthylaluminoxanes, mais sont aussi utilisés des composés fluorés et borés. Pas simple à obtenir, l'arrangement alterné des groupements phényl en fait un polymère moyennement semi-cristallin, proposant une telle amélioration de ses propriétés thermiques et surtout chimiques qu'il passe dans la catégorie des polymères techniques. S'il a commencé à se faire une place sur ce marché dans les années 90 après quelques années de développement et d'optimisation du procédé d'obtention, c'est parce qu'une fois renforcé de fibres de verre ou de carbone, il se place à l'interface entre les thermostables type PPS, plus coûteux, tient mieux en température que les polyesters type PET, et est bien moins sensible à l'humidité que les polyamides. Je vous propose ici en bleu ses propriétés une fois renforcé à 30% de fibres de verre, car il n'est jamais utilisé sans renfort, et parce que le cas à 30% de fibres de verre est le plus commun. Évidemment plus coûteux que son homologue atactique, notamment à cause du coût des catalyseurs, il reste moins coûteux que d'autres polymères techniques et est en conséquence utilisé pour ses propriétés électriques et thermiques avantageuses pour plein de petites pièces, comme des connecteurs électriques ou des cœurs de bobines de cuivre, des corps de lampes industrielles, et dans l'électroménager pour faire des corps de fer à repasser, des portes de sèche-linge, des supports de plateau de micro-ondes ou des pièces de pompe de lave-linge. Étant lui aussi adapté au contact alimentaire, il sert à fabriquer des plats et des moules industriels qui accrochent moins qu'un moule métallique. Il reste néanmoins beaucoup moins utilisé que son homologue atactique, mais toujours plus que la version isotactique. Le polystyrène isotactique a été obtenu pour la première fois en 1955 par le procédé Ziegler-Natta, le même procédé qui est requis pour faire du polyéthylène. Seulement, dans le cas du polystyrène, il restera à l'état de curiosité de laboratoire, car le thermoplastique hautement cristallisé qui en résulte, très difficile à obtenir, est extrêmement cher et n'a simplement aucune application de quelque sorte. Voilà, passons donc maintenant aux variantes du polystyrène cristal. Et on commence cette section avec le plus connu de tous, le polystyrène expansé, noté PSE ou EPS, cette fameuse mousse blanche de grains agglomérés. En 1949, soit près de 2 décennies après ses premières productions de PS Cristal,
BASF, grâce aux travaux du chimiste Fritz Stastny, produit le tout premier PSE qui sera nommé styropor. Le procédé sera breveté 3 ans plus tard. Ce PSE est obtenu en mettant des grains de polystyrène cristal dans un expanseur, en présence d'un agent gonflant et de vapeur d'eau sous pression. La combinaison fait gonfler les grains jusqu'à en quadrupler le diamètre, ce qui représente une multiplication du volume d'un facteur d'environ 60. Ces nouveaux grains sont ensuite mis en moule où ils forment le bloc de mousse final en épousant ses formes grâce à de la vapeur sous pression, car on ne peut évidemment pas pousser cette matière de manière conventionnelle sans l'écraser, ce qui lui ferait perdre tout son intérêt. Par le passé, les agents gonflants utilisés étaient des gaz CFC, mais pour des considérations environnementales relatives à la couche d'ozone, ils ont été remplacés depuis les années 90 par du pentane. Quoi qu'il en soit, il résulte de ce procédé un matériau très peu dense, d'une masse volumique valant typiquement 25 kg par mètre cube, contre plus de 1000 pour le polystyrène cristal, je rappelle. C'est parce qu'il contient en volume plus de 97% d'air, contenu dans des bulles de PS, on en compte entre 10 et 50 par millimètre cube. L'air n'ayant pas de propriétés mécaniques, il n'est pas surprenant de constater une forte baisse de performance mécanique pour la mousse. Mais ce n'est pas un mal en soi, puisque c'est ce qui permet d'absorber les chocs et donc de protéger du matériel fragile. Parmi les autres différences apportées par le moussage, on notera avant tout une très faible conductivité thermique et phonique, idéale pour faire de l'isolation. En revanche, il est plus prompt à la reprise d'humidité qui ira s'immiscer dans les interstices entre les grains jusqu'à des valeurs de 3%. Quant à la transparence, elle est perdue à cause des multiples interfaces air-polystyrène. Sur ce point, je vous renvoie à la vidéo sur les propriétés optiques. Il reste comme le polystyrène cristal hautement inflammable sans ignifugeant, a une tenue chimique médiocre et très électrostatique, raison pour laquelle les petits grains arrachés se collent à n'importe quelle surface lorsque vous déballez un objet de son carton. Il est aussi imputrescible, ce qui est plutôt utile pour le stockage alimentaire. Si le PSE est bien entendu aussi recyclable que le polystyrène cristal qui le compose, il a longtemps été simplement jeté, car ne contenant au mieux que 3% de matière, il prend beaucoup de volume pour pas grand chose. Mais la croissance économique étant ce qu'elle est, les volumes jetés après utilisation ont commencé à poser problème, et le développement de filières de recyclage par broyage, compactage puis régénération se développe depuis plusieurs années. Cette mousse sert majoritairement dans le BTP en tant qu'isolant thermique et phonique efficace et imputrescible à moindre frais, mais aussi comme flotteur de construction flottante, ou encore grâce à sa bonne tenue en compression, comme soubassement anti-gel pour des routes ou des voies ferrées, ou pour d'autres travaux paysagers dans des sols compressibles ou instables. Oui, il y a des routes et des chemins de fer bâtis sur des blocs de polystyrène expansé. Il est aussi utilisé directement sous forme de billes dans les bétons pour les alléger et comme coffrage perdu. La seconde grande utilisation du PSE est dans l'emballage, que ce soit l'emballage alimentaire, profitant de son imputrescibilité et de ses capacités isolantes, sous forme de barquettes ou de caisses, ou l'emballage de biens matériels, sous forme de pièces moulées, de plaques ou de chips de calage, aussi bien pour le grand public que pour les industriels, profitant de ses capacités de protection au choc à moindre frais. La minorité restante couvre un foisonnement d'applications, parmi lesquelles on peut citer l'âme des planches à voile et des planches de surf, les flotteurs des gilets de sauvetage, l'isolation des réfrigérateurs et congélateurs domestiques comme industriels, ce qui couvre aussi les camions et wagons frigorifiques, le remplissage des casques de sport, les rehausseurs ou encore des ruches ou des sols artificiels en horticulture. Passons maintenant à son jumeau, le polystyrène extrudé ou XPS. Pour l'histoire, côté États-Unis, c'est la société Dow Chemicals qui y a introduit le polystyrène en 1937. En 1954, elle proposera le styrofoam, du polystyrène passé par extrudeuse, mais auquel est ajouté des agents gonflants juste avant la filière d'extrusion. Il en résulte des plaques ou des tubes en polystyrène expansé et extrudé. La différence la plus notable avec le PSE classique, outre la limitation des formes possibles, car l'XPS n'est plus vraiment formable au moule après extrusion, c'est une densité un peu supérieure à cause de l'écrasement propre au passage du matériau dans la filière, ce qui implique un léger gain de performance mécanique au détriment mineur de l'isolation thermique. Ces profilés servent donc aussi dans l'isolation des bâtiments, pour faire des flotteurs et certaines protections au choc, ce à quoi s'ajoutent des applications structurelles mineures, comme cœur de sandwich ou en usage direct, notamment dans le modélisme aéronautique et naval. A noter que son nom commercial de styrofoam est souvent improprement repris, surtout dans la sphère anglophone, pour parler du styropor, les deux matériaux et leur appellation étant très similaires, ils sont souvent confondus. Au-delà de ça, il n'y a rien de particulier à ajouter.
Maintenant qu'on a vu toutes les variantes existantes du polystyrène, faisons un tour d'horizon de ces copolymères. Le premier sur la liste est communément appelé polystyrène choc ou impact polystyrène en anglais, abrégé en PS choc. C'est un copolymère à greffon issu du greffage de segments de polybutadiène lors de la polymérisation. C'est un élastomère dont on aura l'occasion de parler à l'avenir, qui va permettre de former avec le polystyrène un matériau biphasé riche en nodules de polybutadiène. S'il perd un chouïa en propriétés mécaniques et thermiques, cet ajout d'une phase plus molle permet d'améliorer grandement la tenue au choc comparativement au polystyrène cristal d'un facteur 10 en isode non fissuré, d'où l'appellation de polystyrène choc. Dans le détail, il existe des grades différents en fonction de la proportion de polybutadiène ajoutée, qui varie généralement entre 2 et 12% et peut atteindre 20%, de la taille des nodules et du niveau de réticulation des greffons, ce qui donne du polystyrène demi-choc, choc ou super choc, à choisir en fonction de l'application. La présence des nodules le rend translucide à opaque. Sinon, pour le reste, il est très similaire au polystyrène cristal, notamment sur sa ténacité qui n'est pas particulièrement améliorée. Il est bien plus difficile d'y initier une fissure, mais une fois formée, elle s'y propagera presque aussi rapidement que dans du polystyrène cristal. Ce PS Choc sert notamment à la fabrication des pots de yaourt ou de la vaisselle jetable comme les gobelets ou pour d'autres emballages alimentaires, même si pour les gobelets, nous ne sommes plus concernés en France suite à la mise en application de la loi numéro 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Sinon, il va servir en remplacement du polystyrène cristal grâce à sa tenue améliorée au choc, notamment pour les parois internes des réfrigérateurs et congélateurs, comme carter d'équipements électroménagers ou audiovisuels, pour des réservoirs de carburant, des cintres en plastique, des cords de rasoir jetables, des jouets ou, pour les plus vieux, pour les cords des cassettes et VHS. Sa tenue au choc améliorée lui permet d'être plus utilisé en tonnage que le PS Cristal, mais on reviendra sur ça en détail à la fin de cet épisode. Il faut simplement noter qu'il est souvent confondu avec le PS Cristal, notamment du point de vue du recyclage. Pour remonter les propriétés mécaniques du PS Choc tout en profitant de sa tenue aux impacts offerte par le polybutadiène, il faut incorporer un nouveau comonomère à la matrice en polystyrène, l'acrylonitrile. La combinaison de cette matrice copolymère styrène-acrylonitrile avec des nodules de polybutadiène donne le célèbre ABS, acronyme des monomères acrylonitrile butadiène styrène. Oui, c'est un de ces rares polymères qui ne soit pas en poly quelque chose, même en anglais. Ce terpolymère en bloc s'avère effectivement être à la fois plus rigide, résistant et dur que le polystyrène choc, tout en conservant une très bonne tenue aux impacts, même s'il existe là aussi divers grades en jouant sur les mêmes paramètres que pour le polystyrène choc. Sa tenue en température est aussi un peu améliorée et peut l'être encore plus avec l'ajout de quelques pourcents d'un quatrième comonomère, l'alpha-méthylstyrène, qui permet d'obtenir le grade d'ABS chaleur. Il conserve la plupart des caractéristiques du polystyrène choc, à savoir l'opacité, la qualité alimentaire, la mise en forme aisée, la mauvaise tenue chimique au feu et aux UV, et il reste très électrostatique. C'est peut-être l'un des polymères, si ce n'est le polymère, le plus simple à colorer, et il permet même quelque chose de rare, la métallisation en surface, permettant de lui donner facilement un aspect chromé ou doré. La combinaison des propriétés mécaniques et thermiques de ce polymère technique en fait une pierre angulaire de l'industrie. Dans les transports, notamment l'automobile, il est abondamment employé pour les pièces intérieures, type tableau de bord, fond de coffre et boîte à gants. Pour les pièces extérieures, comme les grilles de calandre, enjoliveurs, boîtiers de feu et certaines pièces de carrosserie sur certains modèles. L'exemple français le plus probant étant la Méhari, dont toute la carrosserie était en ABS, qui perdait donc ses couleurs dans le temps à cause des UV. Mais c'est encore utilisé notamment pour les voitures sans permis. L'ABS sert dans l'industrie et les équipements ménagers et électroménagers pour faire des carters et corps en tout genre. Ordinateurs, machines-outils, téléphones fixes, haut-parleurs et chaîne hi-fi, aspirateurs, cafetières, mixeurs, machines à coudre, machines à laver, téléviseurs, la liste est encore longue car il sert de partout. Sa tenue au choc est appréciée pour les casques de moto d'entrée de gamme ainsi que pour des embarcations légères comme les planches de surf ou les sportiacs, où il est utilisé dans les deux cas comme pot de sandwich à âme en mousse, polyuréthane ou PSE, qui deviennent ainsi des embarcations littéralement insubmersibles. Une autre utilisation bien connue de l'ABS, je suis obligé d'en parler, c'est celle des briques de Lego, car il combine bonnes propriétés mécaniques, colorabilité totale,
absence de toxicité et excellente stabilité dimensionnelle, ce qui est requis lors des contrôles dimensionnels des briques après fabrication. L'ABS s'est aussi fait un nom il y a quelques années dans l'univers du do-it-yourself grâce à l'impression 3D par dépôt de filaments fondus, car il est très adapté à ce procédé et offre des propriétés finales intéressantes. Il est cependant de plus en plus remplacé par le PLA, l'acide polylactique, qui nécessite des températures inférieures et donc une consommation électrique moindre, et surtout qui n'émet presque pas de COV contrairement à l'ABS, dont les vapeurs sont abondantes et nocives. Pour retrouver la transparence du PS Crystal tout en ayant des propriétés améliorées comme l'ABS, il existe deux solutions. D'abord, on peut lui retirer les nodules de polybutadiène, et donc retirer le polybutadiène, pour ne conserver que la matrice styrène acrylonitrile, ou SAN. C'est un retour en arrière, puisqu'on se retrouve certes avec un polymère bien plus rigide et résistant mécaniquement et à chaud que le PS Crystal et l'ABS, mais sa tenue au choc se dégrade drastiquement et revient presque à sa valeur d'origine, sans offrir la qualité optique du PS Crystal. La tenue aux éléments reste similaire. Le SAN sert à réaliser des carters transparents comme ceux des réservoirs d'aspirateurs, des pièces transparentes de mixeurs, les étagères de portes de réfrigérateur, ainsi que des emballages rigides et diverses pièces comme des règles de mesure ou des blocs optiques de voiture. Il était aussi utilisé pour les pièces Lego transparentes, avant d'être remplacé par le MABS, le méthylmétacrylate acrylonitrile butadiène styrène, la seconde solution pour de l'ABS transparent. À ne pas confondre avec un alliage d'ABS et de PMMA, le MABS est obtenu par ajout lors de la polymérisation de méthacrylate de méthyle, la base du plexiglas. Il en résulte un simili d'ABS transparent qui conserve une excellente tenue au choc pour une transparence équivalente à celle du SAN, mais à un prix un peu supérieur. C'est donc un SAN+ en termes de performance, raison pour laquelle il est utilisé pour des applications similaires mais où l'on souhaite une qualité supérieure. On va aussi le retrouver pour des boîtiers de montres ou des emballages cosmétiques. Un autre copolymère encore similaire, car vous en conviendrez, les propriétés ne varient pas de manière extraordinaire entre les styréniques, c'est l'ASA, l'acrylonitrile styrène acrylate, à interpolymère opaque où le butadiène est remplacé par un élastomère acrylique de façon à former une autre phase élastomère. Son seul intérêt qui le distingue de l'ABS est sa tenue aux UV supérieure, offerte par l'acrylate à la place du butadiène grâce à l'absence de double liaison dans la chaîne, qui permet la fabrication d'éléments de carrosserie automobile, où il est préféré à l'ABS, par exemple pour les pare-chocs et les rétroviseurs, mais aussi pour du mobilier de jardin et des panneaux extérieurs. Mais il reste un copolymère mineur, contrairement au prochain. On a vu qu'avec moins de 20% de polybutadiène dans du polystyrène, on obtient un matériau rigide qui tient bien au choc. Mais que se passe-t-il si le rapport est inversé et qu'on a entre 40 et 85% de polybutadiène à la place? Eh bien on finit avec un élastomère renforcé par du styrène, le styrène butadiène ou SBR. Pour l'histoire, en 1929 en Allemagne, Walter Bock et Eduard Tschumko obtiennent pour la première fois du polybutadiène par polymérisation anionique du butadiène avec du sodium comme catalyseur, ce qui sera à l'origine du nom de la première usine dédiée à sa production, ainsi qu'au premier nom commercial en 1937, Buna de butadiène natrium. Ils feront des essais de copolymérisation et obtiendront très vite des résultats intéressants lorsque du styrène est ajouté, ce qui donnera le Buna-S. Il aura joué un rôle similaire au PIB lors de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois dans les deux camps. Le gouvernement américain ayant pris connaissance de son existence avant le début du conflit, il a pu réaliser la production de SBR sur son sol via le US Synthetic Rubber Programme mis en place suite à l'invasion de la Malaisie britannique par le Japon qui a, pour rappel, coupé les imports de caoutchouc naturel pour les Alliés. Et l'Allemagne nazie, qui avait déjà des usines comme Buna 1, a pu s'auto-alimenter en élastomère sans nécessiter l'importation de produits tropicaux qui pouvaient être interceptés par les Alliés. Une fois réticulé au soufre grâce aux doubles liaisons apparentes du polybutadiène, on obtient un caoutchouc synthétique dont la résistance est clairement inférieure au caoutchouc naturel, car étant un caoutchouc synthétique, il est médiocre à l'état brut. Aussi est-il toujours utilisé et renforcé, typiquement à 30% de noir de carbone, lui donnant une tenue aux UV, à l'ozone et à l'abrasion améliorée par rapport au caoutchouc naturel renforcé, pour une tenue mécanique équivalente. En revanche, il tient un peu moins en fatigue. Je ferai un jour un épisode dédié aux élastomères, quitte à faire des redites. Il est utilisé à plus de 80% pour la réalisation des pneumatiques, aussi bien dans l'automobile que l'aviation, notamment pour les bandes de roulement, qui profitent de sa résistance à l'abrasion supérieure, aujourd'hui dopée par des microbilles de verre.
Le reste sert à réaliser des joints, des flexibles basses à moyenne pression dans l'industrie, des courroies de transmission renforcées, des bandes de convoyeurs et des chewing-gums. Pour rester sur les élastomères, le styrène sert de base à de nombreux élastomères thermoplastiques, dont le plus répandu est le SBS pour styrène, butadiène, styrène. Alors vous vous demandez peut-être, quelle différence existe-t-il entre le SBS et le SBR? On avait parlé des élastomères thermoplastiques dans la vidéo dédiée aux polymères. Dans la version thermodure, donc le SBR, la copolymérisation se fait au hasard, les différents blocs de polystyrène et de polybutadiène sont répartis de manière totalement aléatoire, d'où la nécessité de vulcaniser le caoutchouc pour ponter entre les polybutadiènes afin de donner de la consistance au produit final. Dans le SBS, chaque chaîne polymère est une longue chaîne de polybutadiène avec à ses extrémités, et uniquement à ses extrémités, des petites chaînes polystyrène. Ces extrémités vont se regrouper entre elles par affinité, ce qui va générer le même effet qu'une vulcanisation sans vulcanisation. On obtient ici l'exact opposé du polystyrène choc, avec une matrice de polybutadiène contenant des nodules de polystyrène. Le résultat dépend des proportions respectives de styrène et de butadiène et peut varier de l'élastomère au thermoplastique rigide, offrant une large gamme de propriétés thermomécaniques. Et c'est d'autant plus vrai avec ces variantes où la matrice élastomère est modifiée, soit en remplaçant le polybutadiène avec par exemple du polyisoprène, soit avec l'ajout d'un autre composé, par exemple du polyéthylène, pour former du SEBS, le styrène éthylène butadiène styrène. Tous ces changements permettent d'ajuster précisément les propriétés pour faire de très légères variations entre les nuances. Mais leurs propriétés ne valant pas celles des autres élastomères pour des applications à forte sollicitation comme les pneumatiques, leur production reste relativement minime, mais ils sont tous utilisés dans plein d'applications différentes en fonction de leur rigidité. Les versions les plus souples, et donc les plus pauvres en polystyrène, servent pour des joints et des flexibles basse pression, ainsi que des films et des tubes flexibles comme ceux des perfusions. Les versions intermédiaires, un peu moins souples, servent à réaliser des semelles de chaussures, des joints et des flexibles à plus haute pression, et des rubans adhésifs comme les Chatterton. Les versions les plus rigides servent pour l'emballage, mais leur utilisation principale est celle de charges souples sous forme de microbilles dans d'autres matériaux, par exemple pour des pare-chocs, des mastiques ou du bitume, notamment celui des circuits de Formule 1. Une autre utilisation notable du SEBS, ce sont les pneus Lego, qui surclassent tous les autres producteurs de pneus au monde en nombre d'unités avec plus de 700 millions de pneus produits par an. Oui, leurs produits reposent essentiellement sur les styréniques. Pour finir avec cette grande famille, parlons de deux styréniques utilisés dans le domaine biomédical. D'abord le polystyrène sulfonate de sodium, ou PSS. C'est un polystyrène où le phényl est modifié avec un sulfonate de sodium. Bon, en pratique, il est obtenu par polymérisation de styrène sulfonate plutôt que par modification d'un polystyrène déjà existant, car dans ce second cas, les réactions ne sont pas optimales. La poudre blanche qui en résulte, très soluble dans l'eau, sert d'échangeur d'ions pour les personnes souffrant d'hyperkaliémie, un excès de potassium dans le sang. Le potassium dans le sang va prendre sur le polymère la place du sodium, qui lui va se retrouver relargué dans le sang. Il y a en conséquence un risque d'hypernatrémie, un excès de sodium sanguin, donc ce n'est pas un médicament accessible sans ordonnance. Le potassium fixé sur le polymère sera éliminé dans les selles. Ce PSS sert aussi comme superplastifiant dans les bétons pour les rendre très fluides sans ajout supplémentaire d'eau, comme adoucisseur d'eau en fixant le calcium qu'elle contient, réduisant le taux de calcaire, comme fixateur de teinture pour le coton et comme membrane d'échange de protons dans les piles à combustible. Enfin, le SAM ou SMA en anglais, le styrène anhydre maléique, est un copolymère amorphe, très transparent, similaire aux autres styréniques, mis à part sa tenue thermique supérieure. Si on le retrouve un peu pour des carters transparents, des ustensiles de cuisine ou des pièces d'intérieur de voiture, il s'est surtout fait un petit nom ces dernières années comme méthode de contraception masculine réversible via la technique RISUG, en cours de développement à l'Institut indien de technologie de Kharagpur depuis les années 90, même si le plus gros du développement s'est fait sur la dernière décennie. Elle consiste en l'injection dans le canal déférent d'un gel, nommé Vasalgel, fait de SMA et de diméthylsulfoxyde, ou DMSO, un composé déjà utilisé dans le milieu médical qui sert ici de solvant. Le principe spermicide étant de bloquer les gamètes avec le gel qui va ensuite détruire leurs parois cellulaires grâce à la forte polarité des groupements maléiques, évitant la stérilité causée par la réaction du système immunitaire. Il en existe même des versions dopées aux ions métalliques, typiquement cuivre ou oxyde de fer pour plus d'efficacité. Domaine médical oblige, il faut passer les études cliniques avant une réelle mise sur le marché de la solution qui devrait débuter aux États-Unis en 2026 avec la Parsimus Foundation.
Mais au moins vous savez que non, il n'y a pas aucune recherche pour la contraception masculine. Pour en revenir au SMA, quelle que soit sa forme, c'est un polymère très peu utilisé. Pour finir cet épisode, parlons justement de la répartition de consommation des différents polymères vus jusqu'ici. Au total, les styréniques représentent dans les 40 millions de tonnes par an, soit 10% des polymères consommés dans le monde. Dans ces 40 millions de tonnes, le plus représenté est le polystyrène choc, avec 8 millions de tonnes par an. Il est suivi de près par l'ABS à 7,5 millions de tonnes par an, et l'EPS à 7,2 millions de tonnes par an. Par contre, attention pour l'EPS, car si le tonnage est équivalent à l'ABS, les volumes produits sont 35 fois supérieurs. En dehors du podium, on retrouve dans l'ordre le SBR à 5,1 millions de tonnes par an, le PS Crystal à 4 millions de tonnes par an, et ex aequo le SAN et l'XPS à 3,5 millions de tonnes par an chacun. Les autres styréniques, peu utilisés, ne représentent ensemble pas plus d'1 million de tonnes annuelles. Si on bascule en volume produit, c'est grossièrement 2 tiers de PS, 1 tiers d'XPS et 7% pour tous les autres. Et voilà pour ce tour d'horizon de la famille des styréniques qu'on a quand même bien rincé. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, en espérant que vous ayez appris quelque chose. Moi je vous dis à la prochaine.